faisait moins de 2 quand on est arrivé. Et puis j'en profite aussi pour vous dire, si vous avez froid, ou on va peut-être faire des petites pauses avec Carole pour juste, pas courir. J'ai entendu dire que ça c'est pas bon, ça fait perdre la guerre. Elle a des origines allemandes, donc elle a l'habitude du froid. Donc faut pas courir parce qu'après on perd l'énergie, donc juste n'hésitez pas aussi à bouger et à marcher. J'avais pas prévu d'appeler une ambulance, donc on va faire ça. Et donc bienvenue à cette revue de projet co-organisée du coup avec l'LCAE de la Mayenne, donc Carole ici, Valentine ici, et Anna qui est voilà, et moi je représente ah ouais, ça c'est bon, ça bouge, mais bon. Et moi je représente Novabid. Et donc là on est ensemble pour parler justement architecture, agriculture, du spectacle à la course. Il y a 2 projets qu'on va vous montrer, sur un là où vous y êtes sur la partie spectacle, et un autre projet par Carmen qui va vous raconter un bâtiment plutôt pour les chevaux de course. Alors donc, justement, pour vous dire, je suis Anna Kittet, je suis à Novabid depuis 3 ans et je suis chef de projet innovation et je m'occupe de ces revues de projet. C'est positif. Novabuild, très rapidement, pour celles qui connaît Novabuild. Merci. Ça veut dire bien qu'il faut... J'ai dit un tout petit mot, en fait, Novabuild est une association qui fédère et mobilise les professionnels du secteur de la construction, l'immobilier et l'aménagement. On les accompagne, on va dire, on essaie de les accompagner à un changement de mentalité pour après changer leur pratique. C'est un peu ça l'idée. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pas pour qu'on se fasse un café ou juste à ça, c'est vraiment les objectifs de BCS là, de Novabuild, vraiment pour atténuer notre impact du secteur forcément sur le climat, sur l'adaptation aussi au changement climatique, la biodiversité, circularité des ressources et la santé des humains et non humains. Donc ça c'est nos grands objectifs et on le fait. Sous 8 thématiques qui sont décarbonées. Là, ce qui nous intéresse ici, pour les 2 projets, surtout celui-là où on essaie de faire avec l'existant, faire circulaire, faire local et renouvelable, ça comprend aussi les artisans locaux, prendre soin des humains, du vivant, faire ensemble et innover low-tech. C'est vraiment ça nos choses qu'on fait. Et pour revenir sur le fait positif que nous faisons avec les CAE sur toute la région, eh bien, ah oui, super. Eh bien, c'est un cycle de conférences revues de projet qui a déjà 12 ans, ou 13 mois, je ne sais pas. Moi, j'étais pas là avant. Ah non plus. Bon, depuis 2022. Et là, l'idée, c'est vraiment de valoriser des projets inspirants, exemplaires, d'échanger entre professionnels. Donc souvent, on a aussi pas mal de questions très techniques. Ça dépend des projets. Et puis, c'est vraiment ouvert non seulement à tous les types d'ouvrages, mais aussi à tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'adhérer ou quoi que ce soit, ou d'avoir une étiquette spécifique. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça a été construit, et c'est juste pour que vous compreniez après comment les architectes ont présenté leur projet. C'est sur la grille du bâtiment durable PHP, et donc les 4 critères, vous allez les retrouver après dans les présentations qui sont qualité de vie, performance économique, respect de l'environnement et management responsable. Eh bien, Carole et Valentine ont proposé quelque chose. Tu me dis quand je passe. Ça te va? Ou je me mets là-bas, comme tu veux. C'est comme tu veux, Carole. T'es mieux là ou là? Je sais pas. Ça dépend si tu veux rester là. C'est pas fait là, je crois que t'es dans l'entrée. Bonjour à tous, Carole Dauphin, architecte directrice au CAE de la Mayenne. CAE, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est une association départementale. En Mayenne, on existe depuis 1978. Et il y en a partout en France, dans presque chaque département. Il y en a 92 aujourd'hui. On est là pour promouvoir l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, le patrimoine, le paysage, tout ce qui est lié à l'aménagement du territoire auprès des collectivités, auprès du grand public et auprès des professionnels et du scolaire. Et on n'a pas de caractère obligatoire. On a un conseil d'administration avec des élus,
des associations, des professionnels, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, si vous avez des questions, vous nous dites. Et sinon, si vous regardez caue53.com et vous trouverez des choses. Donc ce partenariat qu'on fait en Mayenne avec Novabuild, c'est une association régionale. Et du coup, le fait de se rapprocher des acteurs locaux, ça permet les uns et les autres de passer des messages ensemble. Donc merci à la famille Branche de nous accueillir. Vous êtes toutes seules là, oui, tout à l'heure on a vu un monsieur aussi. Merci à monsieur le maire d'être présent. Et puis merci aussi à Baptiste Blanchard donc, qui a travaillé sur ce projet, et aussi à Carmen Maurice qui présentera tout à l'heure un projet. Donc on a voulu faire une petite intro. Voilà, qui montre pourquoi on a choisi avec Valentine, donc Valentine Boer, architecte au CAE, et qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est sensibilisation, etc., mais pas seulement, plein de choses au CAE. On a voulu parler de ça parce que tout ce qui est le monde agricole nous semble important en Mayenne, ça a une forte importance. Et puis, par hasard, quand on a cherché des projets pour Anna, pour voir de quoi on pourrait parler pour ce C positif, on est tombé par hasard, on savait depuis un moment qu'il y avait quelqu'un qui était en Mayenne, à la fois architecte et agriculteur, et on s'est dit, vraiment, là, il faut qu'on arrive à avoir Baptiste. Et puis, on est tombé sur les projets à la fois de Baptiste et de Carmen qui concernaient des chevaux, donc le monde équestre. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas avoir deux projets du monde équestre, puisque c'est quelque chose aussi qui est important en Mayenne. Vous savez, vous connaissez tous le logo de la Mayenne, qui est un cheval, de Pégase. Il y a de nombreux, je crois qu'il y a plus de 1000 élevages de chevaux en Mayenne. Facilitaire, il y a vraiment beaucoup de chevaux, et il y a beaucoup de monde aussi qui travaille dans le monde du cheval en Mayenne. Et apparemment, moi, désolée, on ne connaît pas bien, mais sous différentes formes, il y a aussi bien, comme vous le faites ici, avec une spécificité, mais vous pourrez peut-être le dire, sur Carmen, c'est encore d'autres choses, avec plus le milieu des courses et autres. Il y a les centres équestres aussi, il y a plein de choses. Donc on s'est dit que ça pouvait être important, et que dans un paysage mayennais, où avec ces petites collines, etc., ces vallons, ces bocages, les bâtiments agricoles, ils ont aussi une importance. Il y avait beaucoup de petites exploitations, alors agricoles ou équestres, il y avait beaucoup de petites exploitations en Mayenne. Elles ont tendance à se regrouper. Enfin, c'est vrai que le monde agricole est, comme beaucoup de choses, en train aussi en mutation. Et du coup, on se dit que c'est important, et qu'il n'y a pas toujours des architectes qui sont là pour concevoir les bâtiments dans le monde agricole, puisque tout le monde ne sait peut-être pas, mais en dessous de 800 mètres carrés, déjà, il n'y a pas besoin d'architecte pour des bâtiments agricoles. Et après, il y a aussi... Alors, je pense que... Bonjour, monsieur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais je crois qu'il n'y a finalement personne... aujourd'hui qui est là pour représenter la SICA, qu'on appelle la SICA, qui est là, c'est une branche qui est près de la Chambre d'agriculture, et qui est là pour concevoir les bâtiments agricoles quand il faut un architecte. Et c'est quand même pas le même travail qu'un architecte qui est mandaté comme Baptiste ou Carmen. Bon, ça, je pense que vous en reparlerez dans vos projets. Donc c'est pour ça que ça nous semble important. Merci. Donc, on en parle aussi parce que dans le cadre du CAE, comme on est en amont, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, de la maîtrise d'œuvre, on ne fait jamais de maîtrise d'œuvre, on est dans le conseil, et du coup, on fait par exemple des petits documents, des chartes ou des documents de recommandation, comme par exemple ce document qui a été fait par nos collègues du CAE de Loire-Atlantique, mais qu'on utilise aussi, parce qu'il y en a des plus anciens au CAE de la Mayenne, donc pour essayer de montrer ce qu'il faut faire. Ça, c'est pas des recettes, hein, c'est des petites choses pour dire à quoi il faut faire attention, etc. Quand on aborde les projets agricoles. Après, on a un autre sujet aussi. On a un palmarès qu'on organise tous les 4 ans au CAE de la Mayenne, qui s'appelle le prix aperçu. Donc il va avoir lieu à nouveau en 2026, puisqu'il a eu lieu en 2022. Et on avait remarqué sur celui de 2022, où il y avait 22 projets
remarqué, il y avait une maison d'un agriculteur qui est à Saint-Cénéré et qui a reçu quelque chose de spécifique parce que normalement on n'a pas le droit de construire sur des terres agricoles de l'habitation si c'est pas en lien avec l'activité agricole forte. Donc là il y a une dérogation, etc. Et voilà, donc on s'est dit aussi pourquoi on montre ce sujet nous intéresse. Et ça c'est un petit clin d'œil aussi. Alors on est en Mayenne, on est à Saumur, mais où le cheval est important aussi. Et la DRAC, donc Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, met en avant avec un label qui s'appelle ACR, Architecture Contemporaine Remarquable, des bâtiments. Et entre autres, il y a là ce lieu qui est très connu, il est mis en avant, bon, ça s'est fait dans les années 70 et 80, puis peut-être qu'après il y a eu d'autres choses aussi. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est un monde qui compte dans l'architecture. Et puis, je te laisse la parole. Et super, donc ce matin, juste pour vous dire, vous êtes bienvenus pour voir deux projets de projet. Et le premier, c'est bien de là où nous sommes, le théâtre d'équestre d'Averton, par Baptiste, qui vient ici. Voilà. Tu préfères taper toi-même ou... Oui, c'est la touche qui... Oui, c'est ça. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé, c'est pas grave. D'accord. Et puis, si tu veux bien commencer la présentation de ton projet, et peut-être les personnes, comme on a dit tout à l'heure, hein, tu les feras intervenir, témoigner, parce qu'on a la chance quand même d'avoir la maître d'ouvrage de la famille Branche, et puis il y a le maire. C'est ça. Voilà. Donc ça va être riche de témoignages, et à peu près 20 minutes, je regarderai un peu. Et puis après, surtout, l'idée, c'est de vous laisser la place pour poser toutes vos questions. Ok. Ça va marche. Ouais, parfait, c'est parti. Bonjour à tous, Baptiste Blanchard, architecte et agriculteur en Mayenne, à Sainte-Suzanne, donc gérant de l'atelier du Maine. On est une agence du coup qui oscille entre 3 et 5 personnes selon les départs et les arrivées. Pas facile de recruter en Mayenne. Notamment dans l'agricole. Et donc à Sainte-Suzanne, on n'est pas très loin d'ici. Et donc l'agence, c'est sur la ferme que j'exploite, donc en polyculture élevage. Donc voilà. Et donc une agence qui existe depuis 2020. Et donc il y a également Corinne Branche qui est ici, donc la maître d'ouvrage et propriétaire des lieux. Qui va nous raconter également le parcours du projet. Et Monsieur Pichonnier, donc maire d'Averton, qui va nous expliquer les démarches administratives dans un projet comme ça. C'était pas si simple que ça. Donc voilà. Donc nous à l'agence on fait beaucoup de projets en milieu rural. En fait, du fait que je sois agriculteur, moi c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Donc ça permet du coup d'appréhender l'économie d'un projet agricole, la technique surtout en fait. Et donc, ce qui nous a amené en fait à faire des projets très spécifiques, mais pas que en Mayenne, dans tout le Grand Ouest, région parisienne. Donc, parce que j'ai également une casquette d'ingénieur, qui permet, il y a une partie bureau d'études à l'agence, sur laquelle on a une grande partie technique sur les nouveaux projets. Parce que du coup, le milieu agricole est en pleine mutation. On a des projets qui sont de plus en plus gros, qui font maintenant plus de 800 mètres carrés pour la plupart. Et c'est vrai qu'il faut réussir à sortir du champ en fait, industriel. Et c'est comment au final, avec des projets, on va dire agro-industriels, les amener à des projets locaux, de territoire et intégrés. Et donc c'est un vrai enjeu et une vraie bataille au final au quotidien pour amener ces projets dans l'ère de l'architecture. Voilà. Et donc ce projet au final à Averton, on a été amené par un ami commun, donc Pierre, qui est l'ancien propriétaire des lieux, c'est ça, Corinne donc, qui était agriculteur ici. Donc c'est lui qui a démonté cette stabulation du coup bovine. Et donc Pierre savait également mon attrait pour les chevaux, parce que du coup j'ai également un petit élevage de poulinières dans le Trot. Et du coup, monsieur Alain Branche cherchait un architecte du coup, qui connaissait un peu ce milieu, c'est ça, et puis donc, du coin. Et donc on nous a été présenté, ça s'est bien passé, et donc Corinne, je te laisse
parler de la rencontre. Oui, voilà, ça s'est bien passé. Voilà, on a évoqué notre projet. On a écrit à la demande de Pierre, à la demande de Baptiste, on a écrit du coup notre rêve à chacun, qui a été le plus complet possible. Et puis voilà, à partir de là, tu as travaillé sur parce que c'était assez particulier à l'agence, on a l'habitude de travailler sur des projets pour des galopeurs, d'être auteurs, notamment dans le Grand Ouest. Mais par contre, si je peux te laisser présenter, Corinne, ce que vous faites vraiment, donc la spécificité de votre métier. Oui, alors nous, à la base, on travaille pour le cinéma avec les chevaux, c'est notre première spécialité. Et à côté, bien sûr, on travaille pour le spectacle aussi. Et le projet, dans notre déménagement, puisqu'on a emménagé en Mayenne en courant 2022, en fait, le projet était de se regrouper en famille, ici, dans un même lieu, pour faire du spectacle en famille, puisque nous, on amenait la partie plus chevaux, et en ce qui me concerne, le dressage classique des chevaux. Et mon fils est acrobate, enfin circassien, acrobate, jongleur, acrobate à cheval, etc. Ma fille est musicienne, chanteuse, multi-instrumentiste. Et donc du coup, on voulait réunir, on va dire, notre spécialité en fait à l'intérieur d'un même lieu, avec vraiment cette passion commune pour les chevaux, le spectacle, la nature, et puis voilà, le fait de pouvoir aussi s'éloigner de la région parisienne où on était. On était dans l'Oise, belle région, belle forêt, mais qui était devenue très citadine en fait, et très banlieue parisienne. Et on en avait marre aussi de là-bas. Et puis en plus, c'est compliqué de monter un projet là-bas. En fait, c'est vraiment très difficile. Et puis c'est impossible de trouver des pâtures. Et notre rêve était aussi de pouvoir mettre nos chevaux en pâture. Quand on mettait tout bout à bout, il fallait déménager. On a fini par mettre en route ce projet de déménagement, de chercher l'endroit. On était à la base on a un peu recherché en Bretagne à cause des légendes bretonnes que tout le monde connaît et qui nous fascinent. C'est aussi impossible de trouver quelque chose en Bretagne parce qu'on a une spécificité, c'est qu'on n'a pas de statut agricole. En fait là, on n'arrête pas de parler de projet agricole, ce n'est pas un projet agricole. Voilà, on reparlera après, et donc ça a été une de nos difficultés. Oui. Et donc, ça, on en parlera. Et donc, du coup, voilà, on a pu ici acheter des terres, on a 10 hectares, enfin, ça paraît incroyable pour nous, où on a nos chevaux qui peuvent être du coup en pâture. Il y avait ce bâtiment près de la route, qui est un joli bâtiment en vrai, mais là aussi on en reparlera. Et les maisons derrière, plusieurs maisons pour accueillir tous les membres de notre famille. La carrière qui était là, donc du coup, qui n'était pas couverte, en fait, tout semblait aligné pour notre projet. Et à partir de là, on a rencontré monsieur le maire et tout le conseil municipal pour présenter notre projet. On a rencontré à la communauté de communes la responsable de la culture, la responsable du tourisme, la responsable de l'économie. Et tout le monde était, à la base en tout cas, très accueillant pour notre projet. Voilà. Merci Corinne. Donc c'est vrai qu'il a fallu comprendre leur activité quand même avant pour appréhender le projet, parce que du coup c'était quelque chose qui n'était pas forcément un théâtre équestre. On n'en fait pas tous les jours quand on fait des bâtiments pour du trotteur ou du galopeur. Et donc il y avait un cahier des charges qui était assez spécifique, notamment par rapport aux hauteurs du manège, par rapport également à la dimension de la structure, puisqu'il fallait pouvoir pendre des décors, mais également on va en parler après, des structures pour pouvoir se balancer et puis faire des figures dessus. Et puis il y avait la question du coup de cette stabulation qui était ici. Donc on avait plusieurs scénarios, donc c'était est-ce qu'il fallait du coup la détruire, la transformer, reconstruire à neuf. Donc on a battu un peu toutes les cartes là-dessus, et puis c'est vrai que le réemploi et la pérennité des bâtiments agricoles, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est que dans un schéma agricole classique, un schéma de production, donc de monoproduction, on se retrouve très vite en fait avec des ruines agricoles en désuétude qui ne servent plus. Et donc si on peut leur trouver une seconde vie, c'est toujours
c'est toujours la bienvenue parce que ça permet voilà, d'avoir du coup une structure qui va au final servir un autre bâtiment. Et donc on est parti de cette base-là, de cette stabilisation. La carrière, du coup, le manège, c'était évident qu'il soit implanté en fait à côté, semi-enterré par rapport à la route. Donc ça nous permettait... Il y a un invité qui arrive. Et on avait la chance également qu'on avait un cadre où la carrière était entourée par des arbres, donc par une haie du coup de sapin, ce qui nous faisait au final un cadre complètement naturel pour intégrer le manège. Donc le choix d'ouvrir ce manège, donc d'avoir les façades complètement ouvertes, donc c'est très vite décidé. On avait au début opté pour fermer la face pour cacher la stabulation. Et au final, on s'est dit que la stabulation, qui est devenue une halle, va devenir une prolongation au final de ce manège. Donc voilà. Donc avec une partie gradin qui est simplement au final bardée en translucide pour amener de la lumière. Mais voilà. Et donc la structure du manège, c'est transposée par rapport à la structure existante de la stabulation, qui est devenue une halle, pour accueillir au final tous les modules de fonctionnalité, les modules techniques liés au manège, donc les sanitaires, qui restent encore à concevoir, mais également tous les modules techniques de régie pour le son, et également les stalles pour les chevaux, donc qui se préparent avant d'aller faire le spectacle. Voilà. Donc il y avait une vraie corrélation, et il y a également une question ERP sur un site comme ça, donc où il faut aménager, donc c'est pour ça qu'on est en cours de faire des rampes pour l'accès PMR, et également un accès aux gradins qui vont être à côté. Voilà. On va parler plus de la question d'accessibilité et d'ouverture au public après. Hop. Donc je vais plus parler, mais donc voilà, en gros le plan là, j'ai accéléré, pardon. Donc le plan masse, donc on est ici, donc voilà, donc il n'y avait pas d'ambiguïté par rapport à l'implantation du projet, par rapport au site, et puis la stabulation qui est juste ici. Sur la carte d'identité du projet, on a fait le choix de prendre des entreprises locales qui connaissaient quand même le milieu équin. Donc on avait une entreprise de terrassement que vous connaissiez très bien, qui était assez réactive. Sur la maçonnerie, donc c'était la Cicade Écoévron, qui est une association au final de maçons dans les Coévrons qui n'ont plus rien à prouver en termes de bâtiments agricoles. J'adore travailler avec eux, ils sont chiants, mais j'adore travailler avec eux. Les charpentiers leur font tellement confiance qu'ils ne reviennent pas sur chantier reprendre les côtes. C'est nickel. Et ensuite, les charpentiers, c'est l'entreprise JAM, qui est dans la Manche, qui font beaucoup de projets en termes équins, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, en électricité, en entreprise de Ciel Guillaume, Mathis. Alors, trop chaud, trop froid, je ne sais pas. Pourtant, je lui ai prêté ma polaire, mais là, il a été ah oui, non, là, il a... Ah oui, il a trop chaud maintenant. Il est bien seul, en tout cas. Ok, bon, continue à raconter les entreprises, si tu veux. Alors... Non, mais ensuite, l'aménagement, donc il y a une grande part d'autoconstruction. Donc, bravo à Georges et Corinne, donc, qui tous les jours aménagent du coup leur chantier. Donc, continue. Donc, pour une ouverture, Corinne, si je ne me trompe pas. Donc en juin l'année prochaine. Juin 2026, voilà, c'est ça. Donc, il reste encore quelques aménagements à faire pour l'ouverture. Mais merci de venir sur le chantier. Voilà. Bon, le slide d'après, je vais vous le décrire. Oui. Imaginez. Donc sinon, ce sont les sujets du coup abordés, donc pas avec Novabult, donc par critères, donc par rapport au premier schéma qui a été expliqué. Et je n'arrive pas à lire. Je te dis, si tu veux, je te lis. Ah bah je veux bien. Ouais, alors c'était la partie qualité de vie, cadre de vie et usage. Je pense que tu en as déjà dit un petit peu, mais... Oui, on va les répéter tu vois, rapidement. Par rapport, là, je vois la lumière, je vois lutter contre les nuisances, confort visuel, adaptabilité, tu en as parlé peut-être aussi déjà. Tout ce qui est les services quelque part, favoriser le lien social, on parlait j'imagine des entreprises locaux. Le réemploi, la pérennité,
l'insertion et le dialogue structurel. C'est ça. Donc le dialogue structurel, c'était au final comment concevoir une structure à côté sans dénaturer le bâtiment existant. C'est pour ça qu'on s'est collé sur la même trame en fait. C'est tant qu'il rechauffe. Ok. Et c'est pour ça que la construction bois a été un choix très vite arrêté dans tous les cas. Par contre, sur la technique bois, on a eu plusieurs versions. Donc version treillis, version lamellée. C'est le choix de l'entreprise aussi qui a fait qu'on a choisi de lameller, mais aussi pour un côté pratique lié au spectacle. Les bâtiments treillis ont leur avantage, ils ont aussi leur inconvénient. Donc par rapport au nichage des oiseaux, donc notamment quand on est en campagne, voilà, sur une carrière, quand on fait du cheval en dessous, ça peut être quelquefois un peu gênant. Puis la hauteur. Et puis la hauteur, voilà. On gagne bien également. la hauteur. Ouais. Et pour supporter également les charges des décors et les charges également humaines, parce que, Ouais. Pour les aériens. voilà, pour les aériens, pour la voltige. Donc, voilà. Pour la lumière, c'est important d'avoir une lumière assez diffuse, et donc c'est pour ça que le choix de la couverture en fibro a très vite été retenu. Donc sans translucide, de manière à avoir de taches claires au final sur le sol, sur la carrière, pour pas que les chevaux aient peur, c'est ça. Corinne ? Et puis surtout pour la gestion elle-même de la lumière en fait. Quand il y a des tâches au sol qui sont obligatoires, on va dire, qu'on subit, qui diffèrent dans le temps, évidemment au fur et à mesure du soleil, de la course du soleil, et du coup c'est très compliqué à gérer techniquement dans le spectacle. Donc il vaut mieux avoir une couverture totale et amener de la lumière artificielle, c'est plus facile à gérer. Puis également le fibro par rapport aux nuisances, par rapport à un bac acier, sur un bâtiment comme ça, dès qu'il pleut, si on aurait du bac acier, on aurait une nuisance trop importante par rapport même pour un spectacle. Donc les fibros apportent beaucoup. C'est ça. Voilà. Et puis comme c'est du fibro ici aussi, il y a Et vu que c'est du fibro ici, il y avait cette continuité de matériaux. Ensuite, événementiel par les liens social, donc ça c'était par rapport au programme en lui-même que j'ai marqué ça, Corinne. Donc c'était parce que c'était un projet un peu novateur dans le territoire, donc qui pouvait amener beaucoup de personnes différentes sur un lieu comme ça. Je crois qu'on le retrouve juste après. Voilà. Bien sûr, le réemploi par rapport du coup à la stabulation qu'on a fait le choix de garder et de restructurer. Et la pérennité, puisque du coup cette halle maintenant va devenir quelque chose de plus périn dans le temps et multifonctionnel, c'est-à-dire que dans 10 ans, si jamais M. Mambrand veut faire autre chose, c'est beaucoup plus facile de l'adapter que s'il n'y avait plus rien. Et ensuite l'insertion idéalo-structurelle, j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à l'insertion du manège sur le site. Et là c'est tout ce que je viens de raconter. J'hésitais à te retrouver. Ouais, j'ai oublié qu'on avait... Ah oui, t'as tout bien rappelé. Hein. Et attends, par contre là je vois, est-ce que tu as parlé de la haie, tu en parles là? Oui, alors la haie, pareil, ça fait partie... on avait hésité un moment à la conserver, parce que pour le spectacle équestre, on avait des dimensions quand même à respecter. Il fallait une largeur assez conséquente pour que les chevaux puissent faire leur spectacle dans toute la largeur, sur toute la longueur également. Et on avait une contrainte, une réelle contrainte, donc on a fait le choix du coup d'élaguer la moitié du coup de la haie. Alors des haies comme ça, la particularité c'est qu'elles ne vont pas forcément repousser tout de suite, ça va être très 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 long. Mais pour l'instant elles ne vont pas nous gêner et on a gardé également une sorte d'emprise d'accès pour entretenir les abords. Mais ça nous fait au final une façade naturelle, brise-vent également, et brise-vue. Mais même si le paysage n'est pas dégueulasse de l'autre côté. Non, bien sûr. Mais oui, ça permet de recadrer dans le manège. Ensuite, sur la partie environnement-climat, on n'avait pas forcément, mis à part la conception régénérative, l'utilisation des sols, c'est-à-dire faire avec l'existant, les différents niveaux qu'on avait, sans forcément déblayer, détruire la stabulation. On a réutilisé le niveau de la carrière existante également. Et en termes de biodiversité, c'était plus par rapport à la construction de bois et Jeanne. Et ensuite, il y avait une gestion intégrée des eaux pluviales. C'est-à-dire que toutes les eaux sont récupérées pour justement réutiliser l'eau pour entretenir du coup la piste par la suite. Et du coup, je l'ai gardé. Voilà.
Sur la performance économique, dans un territoire, on avait une optimisation des charges et des coûts, donc on avait un budget à respecter par rapport à ce projet, bien sûr. Et également, c'était de voir où est-ce que la part d'autoconstruction, au final, allait et sur quelle phase. Donc, d'où les entreprises qui nous ont quand même accompagnés, qu'on a listées en début. Et ensuite, sur le développement des territoires, eh bien, c'est la contribution au dynamisme par l'attractivité d'un lieu comme ça, donc, qui a amené à être au final multitâche. Corinne, je peux te laisser en parler, qu'est-ce que ça peut... Alors le multitâche, bien sûr, la réception du public pour le spectacle. Au-delà, on propose d'autres activités, puisque du coup, sous cette halle, comme j'ai pu dire à quelques-uns, du coup, cette halle d'accueil va avoir un petit bar, une fonction bibliothèque, une fonction... bref, plusieurs fonctions. Cette halle aussi permettra de faire aussi d'autres petites formes de spectacles quand il n'y a pas de chevaux. Donc ça fait partie des multitâches. Probablement que je vais reprendre la notion de leçon d'équitation que j'ai abandonnée depuis que j'habite ici, puisque je n'avais pas dû avec plus d'outils pour le faire. C'est pas une énorme activité, mais c'en est une quand même. Et sur le territoire où il y a énormément de chevaux, je crois que c'est le 2e département en France où il y a en nombre de chevaux, le 2e ou 3e, je crois. Et donc du coup, il peut y avoir potentiellement une clientèle. On imaginait aussi éventuellement, ce serait très original, mais de faire de la location de salles pour des événements privés, mariage, etc. Alors évidemment, ça peut être en été, puisqu'on voit bien qu'en hiver c'est un peu limite, mais bon, éventuellement avec la possibilité de faire des spectacles privés, en fait, du coup, les jours J. Donc voilà, je pense. Et l'entraînement de comédien, puisqu'on continue en fait quand même un tout petit peu notre métier de cinéma, même si on s'éloigne de Paris, il y a quand même, on est encore sollicité et du coup on a aussi cet aspect-là. Ensuite, sur le courrier management responsable des marches et processus, donc j'ai sélectionné comprendre l'écosystème d'acteurs et de parties prenantes. Donc on avait un vrai travail en amont du coup pour comprendre les enjeux de ce projet. Qu'est-ce qu'ils allaient relier et qu'est-ce qui pouvait venir. En termes de planification, il fallait quand même maîtriser l'ouverture qui a dû être décalée dû à un souci administratif sur ce projet. Et je propose à Monsieur le maire qu'on parle de ce processus administratif, puisqu'effectivement Monsieur Nambranche n'était pas assujetti à la MSA. Mais on avait on va dire une ambulance, on a déjà une carrière qui était ici. C'était propriétaire d'une structure et de plusieurs bâtiments agricoles. Et donc, comment faire un nouveau bâtiment agricole quand on n'a pas un statut d'agriculteur aujourd'hui, mais qu'on est tout à fait légitime, qu'on a des animaux dehors qui ont besoin d'être entraînés à l'abri, qui ont besoin d'être également d'avoir des abris extérieurs, parce que là on parle du manège, il y a également des abris à l'extérieur sur lesquels ça a été également un sujet. Il reste à peu près 5 minutes. Ouais, on est sur le dernier. Voilà. Je vais faire très court. M. Blanchard a bien expliqué la situation. Monsieur et Mme Branche n'étaient pas affiliés à la MSA. Ils ont déposé un permis de construire. Le premier a été instruit et refusé. Ensuite, vous êtes revenu vers moi. On a retravaillé un petit peu sur ça. On a encore eu un échec. On a consulté plusieurs organismes. Chambre d'agriculture refusé, tout. J'ai reçu le permis avec un accord négatif que j'ai effacé, que j'ai signé pour valider le projet, parce que ça faisait des mois et des mois qu'on tournait. J'ai pris une responsabilité, et puis vous voyez, je ne vois en rien ce que ça peut défriser au niveau du paysage, et ça permet à M. Lambranche de pouvoir faire leur activité avec plaisir. Puis, voilà. Mais c'est compliqué aujourd'hui au niveau permis de construire quand les gens, comme vous, ne sont pas affiliés à la MSA, alors que vous avez des chevaux, vous avez des hectares de terrain. C'est ça. On a eu un accord quand même aussi de la préfecture sur ce projet. Donc c'est ça qui était assez ironique, c'est que la Chambre d'agriculture nous refusait leur aval. L'urbanisme, mais par contre la préfecture soutenait quand même ce projet
pour l'attractivité qu'il allait amener, mais surtout sur le dossier d'argumentation qu'on a fait sur le bien-être animal. C'est-à-dire qu'il y avait des chevaux sur place, et comme j'ai dit, il fallait pouvoir qu'ils s'entraînent à l'abri et qu'ils soient abrités également. Oui, parce que c'était un pour double permis en fait. C'est un double permis. On a eu aussi un permis pour faire des abris pour les Des chevaux. box à côté. Ouais, il y a des box également plus bas, là, sur les pâtures. Et voilà, c'est un cheval sur une pâture en plein été, sans ombre, voilà, c'est le bien-être animal. Non, puis il n'y a pas de voisins, il n'y a rien, il n'y a pas de gêne au niveau de l'environnement. C'était de manière à comprendre. Franchement, on s'est posé plusieurs fois la question, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et à un moment donné, c'est vrai que vous étiez un petit peu découragé de ce projet-là. Et puis Voilà. D'autant que c'est venu après plein de visites et plein de rencontres, même d'ailleurs une rencontre au service urbanisme de la communauté de communes au départ, où au contraire tous les feux étaient verts. Enfin, c'est vraiment ce qu'on nous avait dit, concrètement tous les feux sont verts. Ouais. Et le jour où on dépose le permis, le temps que ça se fasse, là tous les feux étaient rouges. Donc d'un seul coup, oui, il y a eu un gros découragement. Oui, clairement. Merci. Voilà. Merci. Comprendre l'écosystème, voilà. Les entreprises, ça on en a parlé tout à l'heure. L'association, on en a parlé aussi. Et donc sur les points forts à retenir, voilà, c'est l'intégration de ce projet dans son environnement, également en lien avec l'existant. Une association complète des maîtres d'ouvrage dans le dialogue, c'est vrai que c'était très agréable de concevoir ce projet ensemble. La réutilisation d'un ancien bâtiment agricole, ça c'est toujours, pour moi c'est très important. La synergie des structures bois, et puis surtout un projet local à dimension territoriale. Donc ça c'est intéressant. Dans l'enseignement, il y en avait une très grande implication des maîtres d'ouvrage dans ce projet-là, donc ce qui était vraiment intéressant et enrichissant pour moi. Et par contre, voilà, le très long chemin administratif à prendre en compte sur ce genre de projet, la sélection des entreprises, et puis voilà, donc les prochaines étapes, la finition du chantier, et ensuite, voilà, une grande fierté d'assister au rassemblement, voilà, des multiples événements qu'il va y avoir. Voilà. Alors, moi, vous êtes comment là? Est-ce qu'on peut se permettre 5 minutes de bouger un peu, mettre des gants, j'en sais rien, prendre un petit café On peut aller sur la carrière si vous voulez, courir. Alors après, je sais pas si tu peux nous suivre, Alexis, pour parce que. Mais je vous filme en cours. Alors on peut, parce que là il y a question-réponse et après question-réponse il y a pause, une véritable pause. Mais là comme il fait froid quand même, on va manger un peu sur la pause. Carole, t'es d'accord? S'il faut, on fait une pause plus courte, mais faire la carrière, c'est une bonne idée. On peut faire des questions-réponses dans le manège si vous voulez. Yes. Vous êtes d'accord? Ouais. Le café après? Donc je trouve trop bien la question que quand on est ici, on voit super bien l'alignement en fait de la structure neuve avec la structure ancienne, de l'ancienne stabulation. Tu peux nous en raconter ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est vachement bien. Ouais, dans le dessin, c'était tout de suite. Il y a quand même un pigeon, malgré que c'est pas un treillis, mais il y a quand même des pigeons. Je fais mentir. C'était tout de suite évident au final d'aligner la structure, puisque quand on a conservé la halle, on a mis la possibilité qu'il pouvait y avoir du public au final dans PMR à la base dans la halle, et puis on ne sait jamais, même si les gradins sont ici. Et donc il fallait absolument aligner, qu'il y ait une cohérence entre les deux structures. Dans la plupart des constructeurs et dans l'analyse des devis, ils voulaient tous partir en 6 mètres sur le manège. Alors qu'ici on a une trame du coup qui est à 4,85 m. Et ça les embêtait, enfin pour la plupart, de faire une trame à 4,85 m. Donc on a dû batailler et puis mais bon, ça c'était une question. Voilà. Après dans la structure, donc on est un peu surdimensionné. Donc on a aussi un bureau d'études bois
dans l'agence. Donc ça nous a permis de dimensionner la structure également à l'état dynamique, c'est-à-dire que sur cette travée-là va être installé au final tout un châssis pour des décors, mais également un anneau pour de la voltige, et donc avec des poids, différents poids. Donc ils peuvent être à 3 bonhommes dessus, sur une corde, avec des chevaux en dessous. Et donc c'était pas facile également ça à dimensionner, parce qu'il fallait mettre toutes les possibilités, notamment en termes d'assurance pour nous. D'où un peu la surdimension de la structure. Voilà. Que dire d'autre ? C'est bon ? Ouais. Pas d'autres questions ? Bon, je vais chercher. Ah, super. Et tu peux te présenter en même temps. Tu peux te présenter. Ok, Hugo, je fais partie de l'agence Alpaga et bon, agent d'archi. Le côté asymétrique de la structure, c'est lié à l'insertion ou au programme? C'est lié à l'insertion en fait. On voulait reprendre exactement la même pente que le bâtiment Ricole à côté. Et en fait, on se rend compte sur la route au-dessus qu'il y a une réelle intégration en fait, d'avoir les mêmes pentes. Donc c'était vraiment pour ça. Donc d'avoir ce côté un long pan et ensuite une sorte de casquette à côté. Au tout départ, on était parti en monopente. Et ça, les entreprises locales, là, il n'y a pas de problème pour ça ? Oui, sur Ok. le dessin, faut toujours leur expliquer, mais après, ils peuvent tout concevoir. Ça, Ok. C'est sûr que ça sort du cadre, on va dire, habituel, Ok. mais si on leur explique, ils peuvent le faire. Et, donc voilà. Ouais. Il y avait également, par rapport à la structure et à l'axe, il fallait absolument que le fêtage soit décalé de 2 tiers Ouais. par rapport à deux figures en particulier et par rapport à certains décors. Donc c'était également lié au cahier des charges. Ouais. À la base, on était parti sur une structure bien symétrique, mais avec un autre châssis. Ok. Mais on avait besoin absolument de 6 mètres de hauteur pour la voltige. Donc, qui soit libre au final de tout obstacle. Ok. Ouais. Super. D'autres questions ? Non ? Même moi, tu disais tout à l'heure que tu récupères l'eau. Oui. Tu le stockes. Du coup, la question que j'avais, c'est est-ce que tu utilises l'ancienne toiture et la toiture neuve ou que la Les deux neuve ? couvertures. Les On deux récupère à l'eau des 2 couvertures, donc Ok. là c'est pas encore fini, il nous reste Ouais. encore les gouttières à poser. Et en fait, il y a un bac qui est beaucoup plus loin dans la ferme avec une pompe Ok. qui remonte l'eau après ici. Et ton bac, il est à l'air libre, enfin, c'est un bac... Non, il est visuel, enterré. Tu l'as enterré. Ouais, Ok, il est enterré. d'accord. Et donc, tu disais, l'eau après est utilisée pour entretenir... La piste essentiellement, qu'il était en fait, faut très peu de poussière parce que dans la voltige ça poussière, comme dans un spectacle. Donc il faut souvent arroser. C'est des sols qui sont très drainants Ok, et donc l'eau part très vite. Et voilà, donc ça nécessite quand même pas mal d'eau. ok. Donc, Et du coup, ça m'amène une autre question sur le sol. C'est quoi les couches là que tu as dû mettre pour que ça Il y a- soit le sol qu'il faut pour les alors chevaux c'était déjà une ancienne carrière, Ah ok, donc on a dû par contre la rénover. ok, Donc il y a plusieurs couches successives en fait de granulats, ok, des drains également, il y a pas mal de réseaux. ok, Et ensuite il y a des couches de sable qui sont entretenues. Quoi. ok. Alors, qu'est-ce que je d'autre ? Des questions pour vous ? Non ? J'en ai une et qui va... Carmen arrive là. Je vais te poser la même tout à l'heure, mais l'idée c'est, et tu en as parlé un petit peu, c'est pour comprendre les usages, comprendre le monde en fait de ton maître d'ouvrage, de comment il travaille, de quoi il a besoin et tout ça. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Et j'ai vu aussi dans les slides, tu as mis une phase de diagnostic ou d'aller chercher les besoins. Et je sais qu'elle parlait, tu leur as demandé de décrire leurs rêves. Oui. Donc comment tu t'y es pris pour... En fait, dans le processus, on démarre toujours nous parler de quelque chose qu'on appelle le cahier de rêve, en gros qui est le no limit du programme. Et il y avait cette question bien sûr de la voltige, de faire plusieurs types de spectacles équestres. Donc, parce que certaines structures, bâtiments équestres ou équines, sont appropriées à certains spectacles, mais pas d'autres. Notamment par rapport à la hauteur, la largeur.
Par exemple, ici, ce manège-là n'est pas adapté pour faire du CSO en compétition. Du saut d'obstacle. Oui. Oui, pardon. Du saut d'obstacle en compétition, il n'est pas assez long, il n'est pas assez large non plus. Mais par contre, il est très adapté pour faire plusieurs spectacles, types de spectacles équestres. Voilà. Et donc après, on a été voir, nous, plusieurs manèges équestres qui faisaient déjà de la voltige. Et puis après, le gros enjeu, c'était quand même pour le dimensionnement de la structure dynamique par rapport à tout ça. Ok. Ouais. Et après, tu as dit aussi tout à l'heure que tu connais le monde de cheval, tu en fais toi-même et tu... Oui, mais moi, c'est dans le trop. Est-ce que ça t'a aidé quand même Parce que j'ai vu dans les présentations aussi des mots que moi je connais pas du tout. Parce qu'il y a aussi un vocabulaire qui va avec. Je connais l'animal, mais en soi, le spectacle équestre, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Ok. Ouais. Je ne connaissais pas forcément. Ce cadre noir de Saumur, si, j'avais lycée. D'accord. Et ensuite, l'appréhender par le projet, c'est différent. Toujours pas de... Ah, parfait. Est-ce que vous avez été, est-ce que vous êtes inspiré de d'autres projets de théâtre équestre qui pouvaient exister en France ou pas du tout? On a regardé différents types de théâtre équestre qui étaient complètement circulaires, ou alors avec les gradins longitudinales. Mais très vite, c'est vraiment le lieu qui nous a plus inspiré que c'était assez, pas facile, mais on avait réussi à adapter au final l'usage de spectacle dans un schéma structurel local, quoi, ici. Il y a le RP, vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que ça a été compliqué pour vous à intégrer dans votre projet? C'est une question de niveau. C'était le plus compliqué, c'était d'adapter le RP en fait avec le bâtiment existant, la stabulation existante, puisque du coup on a 2 niveaux, comme on voit bien. Et donc on a également la notion d'accessibilité dès la voiture. Et en fait, quand on est en milieu agricole comme ça, il y a le parking qui va se trouver de l'autre côté du chemin. Donc il y a tout un cheminement, un dossier qui a été fait avec les différents matériaux pour que du coup chaque personne puisse s'asseoir et assister au spectacle. Voilà. Mais c'est vrai que oui, ça a été un long parcours et des choix à chaque fois qu'on jouait sur la topographie du terrain. L'arrivée du public se fait par où? Alors, Est-ce que c'est par ici ou... Dans une première phase, elle devait se faire par les 2 ouvertures qui étaient ici. Et ensuite, l'accueil PMR va se faire là. Après, Corinne, si tu veux bien expliquer. Du coup, en fait, ça a été très compliqué l'histoire des gradins, parce qu'il y a des normes à respecter. Pour le coup, 5e catégorie ou pas 5e catégorie de bâtiment, les gradins, c'est encore à part. On a réfléchi à plein de solutions possibles. Au départ, en fait, on voulait mettre tout simplement de la terre et des morceaux de bois, même des arbres en fixe pour mettre les... Et en fait, on s'est aperçu que c'était hyper compliqué à mettre en œuvre. Remuer de la terre, avoir les bons outils pour le faire, etc. Et alors on est reparti vers autre chose en se disant, et si on achetait un gradin tout fait ? Ça vaut un bras. Donc on a abandonné le projet aussi de ce côté-là. Et en fait, on a trouvé ce gradin qui, par bonheur, qui est un gradin d'occasion, qui a servi, qui rentre exactement dans l'espace, qui quand même est tout fait. Il a fallu changer le bois. Tout ce qui est bois a été changé. Et du coup, il a été monté depuis peu par des amis qui sont, on va dire, spécialisés, parce que c'est vraiment leur spécialité de monter des gradins et des chapiteaux. Donc, du coup, ça a été posé en une demi-journée, il était posé, c'était impressionnant. Et donc, du coup, maintenant, l'accueil du public. Alors, par contre, ça change effectivement la notion d'accueil du public. On devait pouvoir le faire par les entrées là-bas. Et en fait, on s'aperçoit que ça va être compliqué compte tenu des normes des gradins. Donc tout le monde rentrera par ici, pourra éventuellement sortir par là pour avoir comme ça deux espaces de fuite, puisque en fait c'est ce qu'il faut penser quand on a des gradins. Et j'espère que ça suffira, mais alors là par contre il faudra qu'on en reparle à la commission de sécurité. Si, il y a la commission de sécurité, et puis on en parlait avec Georges ce matin.
que ça serait facile d'adapter les gradins existants aux ouvertures Ah oui. également par la suite, dans un Ok. second temps, Ok. suite au D'accord. passage de la commission de sécurité d'abord. Ok, d'accord. Voilà, d'accord. Voilà. Et du coup, là, il va y avoir un plancher, mais ça, tu l'as expliqué pour. Non, je ne l'ai pas expliqué. Alors, en fait, devant le gradin, là où vous êtes, messieurs, dames, en fait, il va y avoir un plancher en bois qui sera au niveau du petit muret, de manière à ce que les PMR puissent, du coup, Voilà. rouler sur ce plancher. Il y a une section de Et- sécurité qui est mise par rapport aux limites du spectacle. Oui, aussi, bien comme- sûr, aussi, bien sûr, où il va y avoir une petite barrière, aussi bien pour les fauteuils que pour les chevaux, bien sûr. Voilà. Ok. Moi, j'avais. Il y en a d'autres questions encore? Parce que moi, je voulais vous entendre encore un peu sur qu'est-ce qui vous reste à faire pour qu'on imagine un peu le bâtiment une fois fini, et entre ce que doivent faire encore les entreprises ou ce que vous êtes en train encore de construire. Alors ou nous, d'aménager. c'est beaucoup nous qui allons bosser, Ok. qui continuons de bosser. Du coup, il y a ce fameux plancher Ok. qu'il faut faire là, en faisant un petit muret pour. Donc du coup, il y a encore un peu de maçonnerie pour pouvoir recevoir le plancher. Des pare-bottes. Alors les pare-bottes, c'est ce qu'on met dans un manège pour. Du coup, ça va encadrer, on va dire, le manège, et ça part la jambe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est légèrement penché comme ça. Ça a à peu près cette hauteur, à peu près, 1 mètre, 1,10 m. Et en fait, ça permet que le cheval puisse longer le mur sans nous coincer la jambe. Donc il faut faire des pare-bottes tout autour, et puis ça encadre les chevaux. C'est-à-dire, si on met des chevaux en liberté, ils s'en vont pas, normalement. Et vous le faites en quoi du coup? Ça, c'est de la En maçonnerie bois, aussi? en bois, ok. ça va être en bois. Donc le bois est à acheter, en fait. Et du coup, ça reste à poser. On va mettre des barrières aussi, puisque du coup, le bâtiment est surélevé. Donc il va y avoir aussi un système de barriérage en hauteur pour que les gens ne garde-corps, tombent ouais. pas. Voilà, exactement. Et aussi pour respecter ces fameuses conditions de sécurité qui seront, j'imagine, vérifiées le jour où la commission viendra. Faut finir les toilettes publiques. Les abords également. Sur, Oui, tous les abords, l'interface effectivement. entre les deux bâtiments qui a beaucoup été discutée. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai que c'était assez compliqué cette question-là. Oui. C'est qu'est-ce qui va se passer entre ces deux bâtiments? On a eu beaucoup de scénarios. Mm. Et finalement, au début, les chevaux qui étaient en stall dans la halle en attente d'intervenir sur le spectacle devaient faire le tour par la porte où il y a le télescopique qu'on voit et intervenir par le pignon. Et finalement, C'était trop long. Vous avez vu que dans les En scénarios, fait, c'est trop on long. s'est dit que ça allait être trop long, en fait, quand il faut des fois faire plein d'interventions Il faut que les chevaux différentes. sont et prêts, tout. c'est ça. C'est Il faut ça. absolument qu'ils interviennent sur la piste. Et du coup, d'où la rampe qui a été créée. D'où la rampe, voilà, c'est ça. Des futurs stalls. Mm. Les chevaux vont être préparés dans les stalls et ensuite, dès qu'ils sont prêts à intervenir sur le spectacle, hop, ils descendent directement la rampe. On était en train d'essayer d'évaluer Oui. la longueur. C'est 40 mètres de long. Alors, le manège fait 40 mètres de long, y compris, du coup, l'espace Les gradins. réservé aux gradins, ce qui fait que, du coup, concrètement, on va avoir 38 mètres, quoi. Et c'est 40 sur combien de largeur? 25. 25. C'est ça. Et moi j'aurais voulu, on veut toujours plus, hein. Et donc je voulais les 5 mètres de plus, mais ça obligeait à abattre des arbres au fond. C'est ça. Et on a beaucoup discuté aussi, mais non. Dans le permis a été choisi. déposé au final Oui. en 45 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on avait une Oui. travée supplémentaire Oui. dans la longueur. Mais ça remettait en question une partie des arbres C'est en ça. bout. Et puis on a préféré conserver du coup les arbres et puis ne pas faire cette travée supplémentaire. C'est ça, les arbres et la possibilité de faire le tour du bâtiment quand même aussi. Oui. Voilà, c'était- Vous allez fermer au bout? Alors, il va y avoir de toute façon le pare-botte au bout, Oui. et il va falloir qu'on imagine un système de rideaux pour avoir des coulisses, pour pouvoir chauffer les chevaux et intervenir ici. Ce qui fait que concrètement, on devrait avoir à peu près 20 par 25 à peu près pour le spectacle, et une petite partie chauffe derrière. Et ensuite l'éclairage. Alors, il y a l'éclairage. Alors, l'éclairage, ça sera dans un second deuxième temps, parce que l'année prochaine, on ouvre en journée. On ne veut pas se rajouter dès l'année prochaine la difficulté de l'éclairage spectacle. Donc, du coup, voilà. L'année prochaine, on ouvre en journée, dans l'après-midi jusqu'au début de soirée.
c'est en été, donc on a normalement de la luminosité jusqu'à 22 heures, donc ça va, ça laisse une marge. Est-ce qu'il y a eu un choix stratégique entre une structure métal avec les gros boulons et tout, ou la structure bois? Elle s'est imposée vraiment très rapidement à nous. L'esthétisme n'est vraiment pas le même. On voulait faire une réponse bois avec le bâtiment existant qui a une très jolie charpente traditionnelle et une structure bois plus moderne, mais qui reste du bois. Est-ce que le coût du bois est plus important que le coût du métal? Alors, ça dépend vraiment des trimestres, on va dire. Okay. C'est des entreprises, de leur stock. Là-dessus, pour en faire beaucoup, ça fluctue beaucoup. Il n'y a pas de... Ce que je vais vous dire là ne va pas être valable dans 2 mois. Okay. C'est exactement. Après, le bois, je trouve, c'est plus joli, c'est plus chaud. On est d'accord. Surtout pour une structure de théâtre. Exactement. Ouais. Ça dépend également de la configuration. Là, par rapport aux contraintes techniques et structurelles qu'on avait, c'était beaucoup plus facile de composer la structure en bois. Après, c'est une question d'ingé en structure. Mais par rapport aux assemblages mécaniques, c'était beaucoup plus facile en bois. Et par rapport à la répartition des forces, pareil. C'était beaucoup plus simple. Ce que je remarque, c'est qu'avant, dans les structures de manège couvert, on avait la division vraiment au milieu. Pourquoi c'est une division 3/4, 1/4? Je te laisse répondre aussi. Oui, ça on en parlait tout à l'heure. C'était lié du coup au niveau des pentes de toiture du bâtiment existant qu'on voulait retrouver. D'accord. Et puis également pouvoir décaler un petit peu le faîtage par rapport à ce qu'allait être suspendu, notamment. C'est pas une question de force, de structure ou... C'était vraiment une question esthétique. Et c'est vraiment une question esthétique. Okay. Et puis c'est vrai que du coup, alors techniquement parlant, en fait, les aériens vont pouvoir être accrochés au faîtage pour avoir le plus de hauteur possible, et ça évite d'être au milieu par rapport aux chevaux. D'accord. Et c'est vrai que du coup, on peut travailler les chevaux différemment aussi, même quand il y a quelqu'un qui travaille avec un aérien. D'accord. Dernière question, si je peux me permettre. Vous parliez de fibro. Parce que ça fait moins de bruit que du bac acier s'il y a de la grêle ou de la pluie et tout, je comprends très bien. Avant, dans le temps, quand on disait fibro, c'était souvent un fibro avec l'amiante, mais il n'y a pas d'amiante. Ça n'existe plus l'amiante. C'est fini. D'accord. Enfin, ça n'existe plus. Il y en a encore beaucoup partout. Il y en a encore. On ne peut plus en poser. C'est de la fibre de ciment, je crois, non? Fibre de ciment, ok, d'accord. Il y avait une question là. C'était d'accueil. Oui, alors du coup, toujours pour rester dans nos catégories qu'il faut connaître par cœur, du coup, étant en plein air, on peut aller jusqu'à 300 personnes en restant dans la 5e catégorie. Et la 5e catégorie, c'est la beaucoup moins exigeante en termes de normes de sécurité à respecter. Donc c'était très important de ne pas dépasser les 300 personnes. Donc on a fait des calculs aussi dans notre choix de gradin, on y a pensé, on a réfléchi, et donc du coup on arrive à, alors je me souviens plus parce que les calculs on n'arrête pas d'en refaire et du coup je finis par tout mélanger, mais on est à bien moins, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui on doit être autour de 280 sans compter les handicapés. Et dans les 300 personnes, il faut compter les artistes. Et donc, du coup, en gros, on est bon, quoi, en fait. Voilà. En gros. Oui, ça fait déjà une belle capacité d'accueil, même si on espère avoir du monde quand même, mais bon. Ouais. J'ai peut-être une... parce qu'on était sur la charpente, c'est vrai. Du coup, tu as dit d'où venait ton poids. Et autre question, vous avez assemblé sur place ou c'est arrivé comme ça là avec les... Ah oui, non, c'est arrivé. Ça, ils ont assemblé, ils ont tout assemblé. Sur tout. Ouais. Bon, tu as les portiques qui sont là, les verticales, tout ça. Ok, d'accord. Chaque pièce est arrivée en fait sur camion et puis ensuite tout est assemblé. Et qu'est-ce qui fait que le boulonnage est circulaire? C'est normal ça? Oui, c'est pour l'assemblage de la-mêlée. Ok. Tu n'aurais pas pu faire carré? Je me permets de poser des questions. Ok, d'accord. Non, parce que du coup, si on fait un boulonnage carré, en fait, il y a des boulons qui prennent plus cher que d'autres. Ok. Voilà. Ah oui, ok, je vois. Ah bah voilà. Oui, pardon, mais c'est structurel. Oui, je comprends. Structurel. Ok. Super. Eh bien, on va passer sur la deuxième partie.
qui n'est pas du tout dans le spectacle, mais c'est une écurie pour les chevaux de course à la Selle les Châteaux. C'est ça. Et je vous laisse entre les mains de Carmen, qui va nous expliquer son Bonjour, donc Carmen Maurice, je suis architecte, mon agence est basée à Vannes dans le Morbihan, mais je suis originaire de Laval, donc je suis mayonnaise, donc voilà, j'ai certains projets en Mayenne, dont celui-ci qui est la construction d'une écurie pour des chevaux de course, donc des trotteurs, à la Selle les Châteaux. Si tu veux, je peux. Ah oui, peut-être que je me présente juste rapidement. Donc l'agence, elle est composée de 4 collaborateurs. Et donc on intervient sur des domaines assez divers. On travaille pour des collectivités, pour du privé, du particulier. Et donc dans l'architecture agricole, on a ce projet d'écurie, mais on a aussi des constructions de chais viticoles. En Bretagne, il y a de plus en plus de viticulteurs à s'installer dans la région. Donc, on est contacté pour travailler sur cette thématique-là, et aussi pour des travaux sur des cidreries, des brasseries. Donc on intervient quand même pas mal dans des contextes naturels et assez variés, où il y a parfois un patrimoine existant, ou parfois c'est des hangars à une ancienne ferme avec des poulaillers à réhabiliter, à transformer. Voilà, donc c'est assez varié. Ah bon, c'est là, merci. Je vais peut-être commencer l'image après pour expliquer le contexte. Le projet d'écurie, en fait, c'est 2 associés, donc c'est des jeunes éleveurs qui travaillent ensemble depuis un certain nombre d'années et qui sont implantés sur un site familial qui est déjà existant, donc qui a cette histoire. Donc si on prend le plan base, voilà, il y a la maison familiale qui est ici et l'écurie existante qui est à ce niveau-là. Et donc là, on a la piste d'entraînement. Et donc, aujourd'hui, ils sont associés, mais ils ont chacun leurs chevaux. Et donc, ils sont très à l'étroit aujourd'hui avec le développement de leur écurie dans l'écurie existante. Et donc, leur volonté, c'était de construire une nouvelle écurie qui soit beaucoup plus fonctionnelle, parce qu'aujourd'hui, tout est un peu mélangé. Enfin, les salariés, ils prennent leur pause déjeuner chez la grand-mère qui est à côté. Enfin, voilà, tout est... c'est un petit peu... c'est un manque de fonctionnalité en tout cas, et de séparation privée-professionnelle. Et surtout, ils sont obligés de louer un certain nombre de box en extérieur, enfin en dehors du site, pour avoir des lieux pour leurs chevaux, parce qu'ils n'ont pas assez de box aujourd'hui pour l'ensemble de leurs chevaux. Donc la volonté, c'est qu'ils puissent du coup se séparer, chacun avoir son écurie. Donc il y a un des 2 associés qui va conserver l'écurie existante et la rénover, et l'autre associé, donc, qui est mon client, a construit lui une écurie ici qui est du coup sur un champ en hauteur du site. Et donc ils ont construit également un hangar à foin qui est à mi-chemin entre les 2 écuries. Voilà, ils mutualisent encore certains équipements pour leur activité, mais ils séparent chacun de leur écurie. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je suis intervenue. Pourquoi avoir fait appel à un architecte, c'est que moi je connaissais l'éleveur de chevaux depuis que je suis petite. On était chez la même nourrice en fait. Et donc avant on s'est un peu séparés, enfin on s'est perdu de vue, et puis il a su après que j'étais architecte, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il a fait appel à moi. Donc moi je connaissais pas vraiment le milieu agricole. Mais j'ai passé beaucoup de temps effectivement à étudier aussi leur façon de travailler, à leur poser pas mal de questions sur ce qui ne fonctionnait pas dans l'écurie existante, ce qu'ils voulaient améliorer pour établir le programme avec eux, et parce que voilà, ils n'avaient aucune idée de la surface qu'il leur fallait. Voilà, on a dû faire un travail de programmation au démarrage pour bien comprendre et poser les intentions du projet. Donc maîtrise d'ouvrage, j'en ai parlé. Donc les entreprises, on a aussi fait le choix de travailler avec des entreprises locales, dont un certain nombre d'entreprises qui connaissaient déjà très bien le site, parce qu'il y a toujours des petites bricoles à faire, ou des petits travaux à rénover déjà sur le site existant. La maîtrise d'ouvrage voulait notamment travailler avec un maçon, un charpentier et un électricien plombier qui connaissaient. Après les autres, on a consulté d'autres entreprises.
Donc c'était des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec un architecte. Donc il a fallu aussi pas mal discuter avec eux pour... c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des réunions de chantier toutes les semaines, qui travaillent pas mal pour le monde agricole, mais donc qui font des hangars avec des trames de 6 mètres aussi. Donc il a fallu pas mal discuter avec eux. Donc là on voit un petit peu en hauteur le site, donc on a la piste ici, l'écurie existante à ce niveau-là. Le hangar à fond qui est en construction et le site du projet du coup qui est en hauteur, un peu plus haut que la piste. Donc une des grosses contraintes aussi, c'est aussi typique pour les constructions agricoles, c'est qu'on va à l'essentiel, mais on avait une contrainte de budget qui était assez importante. Et donc on allait chercher le système constructif qui soit le plus rationnel et le plus fonctionnel. Alors, donc, dans la présentation, dans le cadre de Nova Build, donc ici sur la qualité de vie, donc on a un site qui était positionné en partie haute d'une plaine, donc qui était très exposé au vent dominant. Et donc on a pris le parti pris d'encaisser le projet. Donc en fait on voit ici, on a la piste qui est en hauteur là d'entraînement. Ensuite, on a un dénivelé important avec un petit fossé en bas du terrain. Et ensuite, le terrain remontait donc, avec cette plaine. Et donc, il y avait le sujet de comment implanter ce bâtiment. Donc, on a fait le choix de venir s'encaisser pour à la fois se protéger des vents dominants et en même temps imaginer un projet qui soit dans la continuité de la pente et qui ne vienne pas dominer le site, mais plutôt qui vienne créer une nouvelle ligne d'horizon avec juste une toiture filante dans le paysage. Donc c'est pour le confort hygrométrique, vous parliez. Le confort acoustique, donc pareil, on est sur une toiture en fibro, donc avec les mêmes contraintes acoustiques notamment, puisqu'on n'aurait pas avec un bac acier. En termes de plan, donc on avait une vraie étude à faire sur les flux pour que ils ne se retrouvent pas avec les mêmes problématiques qu'ils ont déjà aujourd'hui. Donc le plan est très simple, on a voulu aussi rester dans l'écriture des bâtiments agricoles où on voit justement, vous aviez mis en photo d'introduction ces grands hangars à double pan qui ponctuent le paysage rural de la Mayenne, de rester dans cette écriture-là. Donc on a un plan très simple qui fonctionne sous forme de croix, où ça va du flux, on va dire, le plus actif au projet le plus calme. Donc en fait, on a toute la partie ici où il y a des interventions du maréchal Ferrand, de l'apport en grains et ça, donc tous les apports extérieurs qui vont arriver avec les engins sur ce côté-ci du bâtiment. Et notamment la préparation des chevaux quand on les emmène aux courses, donc avec les sulky, etc. Les salariés aussi qui ont leur espace de pause à ce niveau-là. Et ensuite, on a toutes les boxes qui sont ici, sur le côté qui est vraiment plus calme. Donc quand on met les chevaux de ce côté-là, ils ne sont pas en tout cas dérangés par le flux permanent de l'activité. Et entre les deux, donc on a cette ligne en fait, de préparation où sont situés les stalles. Donc on a les stalles et les douches. Et donc là, il y a un flux qui croise en fait au nord, on a le marcheur. Donc c'est là où vont être emmenés les chevaux après leur entraînement sur la piste. Donc il y a vraiment un flux de, on arrive le matin, on arrive de ce côté-ci, on se prépare au vestiaire, on va chercher les chevaux, on les emmène ici au niveau des stalles, on les emmène faire leur entraînement sur la piste. Ils reviennent dans les stalles, on les emmène aux marcheurs et ensuite ils retournent dans leur box. Voilà. Donc il y avait une étude assez rationnelle aussi sur les flux pour que ce soit le plus fluide possible. Au niveau de la fonctionnalité adaptabilité, j'en ai parlé. On a du coup en partie haute toute la partie haute est vitrée, donc avec un translucide comme on a ici sur le bâtiment. Qui permet justement d'avoir juste cette toiture qui se détache dans le paysage et entre les deux on a cette partie translucide qui permet aussi d'avoir une vue du coup sur la végétation environnante quand on est dans l'écurie et la partie basse qui est du coup pleine avec du bois et du béton.
Au niveau de l'éclairage, donc ça apporte aussi un éclairage naturel dans toute l'écurie et on a un éclairage zénital aussi tout le long du bâtiment qui est avec un lanterneau qui permet de créer une ventilation naturelle dans l'écurie. J'ai quelques photos de chantier parce que c'est en cours, donc les photos n'étant pas de très bonne qualité, j'ai tout mis en noir et blanc. Mais donc, voilà, puis souvent quand je vais sur le chantier, bon là il fait beau, mais c'est souvent très gris. Donc au niveau de la biodiversité, voilà, comment s'intégrer dans le terrain naturel en respectant aussi le site, respecter la volumétrie traditionnelle des bâtiments agricoles. On a aussi, du coup, on va replanter une haie bocagère à l'arrière du site pour créer une seconde barrière face au vent dominant. Gestion raisonnée des eaux pluviales, pareil, on a une cuve de récupération des eaux de pluie qui va servir sur la zone de lavage pour les engins. Au niveau des matériaux, donc on a travaillé avec que des matériaux bruts. Donc on a un rez-de-chaussée qui est monté en béton, donc pour des questions aussi pratiques et fonctionnelles, parce que dans les box à chevaux, voilà, les chevaux, ça permet de mieux amortir les coups, ils grignotent aussi le bois, donc voilà, il faut avoir un environnement qui soit assez robuste. Et en partie haute, du coup, on a une charpente en bois et un bardage en Douglas, donc qui est laissé brut et qui va griser naturellement dans le temps. Voilà, sobriété constructive. Et on a laissé la possibilité demain de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques à la demande de la maîtrise d'ouvrage. Donc il y a des attentes qui sont prévues pour. Aujourd'hui, on n'aura pas d'installer, mais si demain ils veulent le faire, c'est possible. Voilà, donc ça c'est les matériaux performance économique, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc tout a été fait pour aller à l'économie du projet, donc avec l'usage des matériaux bruts. Contribution au dynamisme au développement des territoires par le choix d'entreprises locales. On a favorisé aussi les circuits courts. Et donc voilà, d'avoir une architecture qui est intégrée aussi dans le paysage agricole et qui participe aussi à la valorisation du patrimoine rural mayennais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc au niveau sur la partie management responsable, donc pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc il y avait une communication assez transparente avec la maîtrise d'ouvrage et les entreprises. Voilà, pour répondre aux besoins de chacun et assurer une efficacité du projet d'un point de vue économie. On arrive à un prix au mètre carré qui est inférieur à 800 € le mètre carré, donc voilà, on est quand même, il n'y a pas de fioriture, on est vraiment à l'essentiel. On a fait un travail aussi avec les entreprises pour assurer certains détails. Certains détails techniques, donc il a fallu passer du temps aussi à communiquer avec chacun d'entre eux pour le passage des réseaux, pour que ce soit bien calculé dans l'espace, que le bardage soit menu, il y a pas mal de détails architecturaux où il y a eu un certain échange. Voilà, l'idée c'était aussi d'améliorer leurs conditions de vie, à la fois pour les salariés, donc je disais tout à l'heure, où ils n'ont pas vraiment d'espace pour eux. Aujourd'hui, il va y avoir 2 petites chambres qui vont être mises à disposition donc pour des salariés qui peuvent venir dormir sur place. Ils ont aussi des stagiaires qui leur offrir un logement avec un espace de pause et ils auront une petite terrasse qui sera plein sud aussi pour profiter de la vue sur le paysage. Au niveau des chevaux, du coup, ils ont un espace qui est plus apaisant parce que du coup ils ne sont pas dans le flux continu quotidien, donc en séparant bien les flux actifs et passifs. Et puis avec cette immersion dans le paysage, d'avoir un environnement qui soit assez calme et apaisant. Voilà.
Donc voilà, s'il faut faire un petit bilan dans les enseignements, c'est voilà, d'avoir une certaine exigence sur les détails constructifs, de pouvoir collaborer avec les artisans aussi, en écoutant aussi eux leurs contraintes. Effectivement, on a aussi dû batailler pour cette trame de 6 mètres. Donc voilà, là où je dirais qu'il faut porter attention à les oralités, c'est toujours de bien relire minutieusement les devis qu'on nous envoie, parce que nous on a beau écrire un cahier des charges, dessiner plein de détails architecturaux, les entreprises n'ont pas forcément en tout cas se poser la question de comment on pourrait faire différemment pour ce type de bâtiment. Donc il faut, malgré le fait que ce ne soit pas écrit sur les lignes du devis, il faut quand même poser les questions de ce qu'ils ont prévu, quelle trame, etc. pour pouvoir s'assurer que les détails sont bien intégrés. Et donc là, les prochaines étapes, on va mettre à disposition en tout cas l'écurie le 15 décembre là, pour les éleveurs de chevaux, et la partie habitation espace équipe va être faite dans un second temps à partir de janvier. Donc voilà, et de quoi seriez-vous fiers? C'est de voir mes clients et leurs équipes qui sont satisfaits, et les artisans fiers de leur travail. Voilà. Merci, Caroline. Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Architecte. Alors, quand ils ont revu leur programme, est-ce qu'ils étaient ouverts à adapter un nouveau mode de travail au quotidien pour soigner, curer, ou alors est-ce qu'ils voulaient rester sur leur habitude? Ils ont leurs habitudes, mais aujourd'hui il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire étant donné la configuration actuelle de leur écurie. Donc ils sont allés voir pas mal d'écuries neuves d'autres éleveurs de chevaux pour voir ce qui était bien, pas bien, des erreurs à faire ou à ne pas faire. Et donc moi j'ai pas mal échangé avec eux, et aussi avec des entreprises qui ont l'habitude de travailler aussi dans ce milieu-là, notamment sur la partie VRD, donc de pouvoir bien échanger aussi sur ce qui avait été fait. Je parlais de la mise au point de détails techniques et des difficultés potentielles avec les entreprises. Selon toi, à quel moment c'est le plus opportun et quelle est la méthode pour rentrer en discussion et faire accepter des choses en prenant en compte leur savoir-faire aussi? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut déjà, au moment de l'appel d'offres, leur demander, passer du temps avec eux et leur demander s'ils ont bien intégré tel ou tel détail. Parce que par exemple, le charpentier, lui, il avait chiffré un poste pour bardage, charpente, couverture sans détail, quoi. Donc il y avait un montant, mais on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans et ce que ça incluait. Donc il faut aussi pas mal discuter avec eux. Et après en chantier, on réajuste certains détails. En fait, si on voit que économiquement, pour eux, c'est plus compliqué, ou ça leur demande d'aller au-delà de ce qu'eux avaient chiffré dans le cadre de leur marché, dans ce cas-là, on fait des plus et des moins à d'autres endroits. Enfin, il y a un échange, on fait des compromis aussi sur certaines choses, mais nous, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi ils ont chiffré ça de telle manière et pourquoi ce serait plus compliqué de faire en portée de 6 mètres qu'en portée. Souvent, la raison, c'est économique, mais donc il faut juste trouver la balance financière avec eux. J'ai envie de creuser encore, c'est parce que c'était, Baptiste, tu t'en parlais aussi, et comme vous avez dit, c'est pas une monnaie courante quelque part de travailler avec les architectes, et donc il y a aussi ce côté, je suis entre guillemets l'architecte, peut-être les entreprises locaux ont des a priori ou ont des idées reçues sur si je vais travailler avec un architecte, il va me faire je ne sais pas quoi. Et là, c'est peut-être une question pour vous deux pour détailler un peu plus. C'est-à-dire que j'entends l'écoute, le fait de se mettre autour de la table, j'entends le temps qu'il faut passer avec les artisans pour leur expliquer ce que vous avez en tête et pourquoi, et ce qu'eux, ils ont l'habitude de faire.
Est-ce qu'il y a, je dirais, une astuce ou une posture miracle ou quelque chose que vous pourriez dire aux architectes ou autres, c'est-à-dire si vous voulez travailler dans le monde agricole avec les artisans sur place, voilà, ne faites jamais ci ou faites toujours ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Moi je dirais deux choses. Déjà, être accompagné d'un maître d'ouvrage qui prend le projet et qui a aussi la volonté de faire un projet qualitatif. Quand déjà on a une maîtrise d'ouvrage qui est de notre côté, c'est aussi bien pour légitimer notre parole aussi auprès des artisans. Et après, le second point, c'est effectivement ne jamais être dans cette posture de je suis l'architecte, je sais tout, et écoutez-moi, c'est comme ça, et pas plus. Mais plutôt d'être dans un échange et de leur expliquer pourquoi nous, ce détail-là, il était important pour nous. Et donc si eux disent oui, mais c'est trop compliqué, essayer de pousser, de savoir pourquoi vraiment ce qui les gêne à faire ce détail. Être plutôt dans une posture d'échange plutôt que d'être dans quelque chose, dans une posture très fermée, à ne pas vouloir écouter leurs contraintes à eux. Parfois c'est des problématiques de transport aussi, ou parfois c'est des problématiques de bureaux d'études de leurs fabricants. Donc quelquefois de formation aussi de leur équipe, c'est-à-dire que oui, ils sont habitués, comme tu dis, à faire en 6 mètres en série. On va dire à une équipe, maintenant, non, là, vous allez faire ça en 5 mètres ou en 4 mètres. Pourquoi? Donc ça leur nécessite. Alors quelquefois ça coûte pas forcément plus cher, mais ça leur change, en fait, quelquefois ça bouscule un peu l'habitude. Après, comme l'a dit Carmen, ce qui est important, c'est en phase de consultation, bien expliquer, oui, avoir un échange, pourquoi est-ce qu'on a dessiné ça comme ça. Et en quoi c'est important pour le projet. Ce que j'entends là en termes de qualité pour les architectes qui veulent travailler dans ce milieu-là, c'est un peu être à l'écoute, déployer un peu de pédagogie. Pédagogie, mais après, c'est vrai qu'il faut aussi. Ils fait appel à des entreprises, mais savoir-faire, qui ont plus d'expérience que nous, parfois, enfin souvent, la plupart du temps. Donc c'est toujours aussi intéressant d'avoir leur point de vue et leurs commentaires techniques aussi. Donc de vous-même vous mettre dans une posture d'apprentissage, quoi. Oui, et d'échange sur le projet, c'est-à-dire qu'on est prêt, de mon côté je suis prêt à bousculer les dessins si jamais il y a un trait technique à prendre en compte. Nous, ce qu'on avait fait là pour le chantier, la charpente, on ne l'avait pas dessinée forcément comme ça au démarrage, mais après, effectivement, il ne l'avait pas chiffré comme on l'imaginait. Bon, nous aussi, on n'est pas ingénieurs, donc du coup, il y avait aussi tout le calcul de structure après à faire derrière, qui était à faire par l'entreprise, qui du coup faisait appel à un fabricant qui ont leur propre bureau d'études en interne. Et en fait, il y avait un dialogue entre 3 intervenants pour trouver le bon compromis, parce que lui, il paye la charpente au fabricant, et c'est le fabricant qui dessine, donc chacun avait ses intérêts économiques. Donc en fait, moi au final, il y a le fabricant qui est venu jusqu'à Vannes dans mon bureau et on a repris la 3D et on a redessiné la charpente avec lui. Donc ils ont dû faire 3 ou 4 dessins différents avant qu'on arrive à quelque chose qui se rapproche au mieux de ce qu'on avait imaginé. Mais voilà, donc ça demande du temps, mais on arrive... Et du coup, il y a une autre question que je me pose toujours quand les architectes me partagent non seulement le temps passé pour expliquer, pour comprendre, pour écouter, pour aussi changer. Du coup, c'est aussi du temps de changement de dessin, que ce soit haut ou bout. Et je me dis, mais dedans, comment est-ce que vous vous retrouvez, vous, en tant qu'architecte, financièrement, parce que j'imagine que vous n'avez pas de mission programmiste. Non, ça Il faut faire une autre activité à côté. C'est important aussi, ça veut dire que là c'est votre passion, en fait, parce que vous êtes hyper engagé pour le métier, que vous vous permettez de faire ça. Oui, après, on répond à cette question. On ne peut pas laisser le projet couler, et si on dessine quelque chose, oui, on s'engage aussi à ce qu'il aille jusqu'au bout, donc soit pour un détail technique ou alors pour une faisabilité administrative, voilà, il faut se batailler pour chaque projet. Après, peu importe le projet, en fait, dans tous les projets, on doit redessiner certaines choses. Il y a toujours des compromis à faire en chantier parce qu'il y a des aléas, du coup on doit réadapter le dessin. Donc, c'est un exercice auquel on est habitué et ça, c'est quelque chose qu'on prévoit aussi dans nos honoraires de chantier. Ce temps à passer,
parfois on va peut-être faire moins de réunions de chantier sur un mois parce que du coup les choses ont été bien calées en amont, mais par contre on aura passé plus de temps à concevoir avec eux, donc c'est une balance. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Eh ben, j'en ai encore d'autres. Alors que je vais chercher. Si, je me suis dit, en fait, tu parlais bien sur... Ah, t'en avais? Oui, je préfère les votes, hein. je peux attendre. Non, je préfère les votes, allez. J'ai une question sur, notamment, si on reste un peu sur ce dialogue avec les entreprises et quels sont les médiums les plus efficaces pour communiquer. J'aimerais bien connaître votre avis sur la maquette physique. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou qui pourrait être efficace? J'en avais fait une pour l'esquisse, donc plus pour le client au démarrage. Enfin, on travaille pas mal en maquette justement quand on est avec les clients. Et après, ça m'est arrivé sur certains projets de l'amener au démarrage du chantier. Mais là, comme le projet avait un petit peu évolué, on ne l'a pas montré. Mais par contre, on avait pas mal d'images 3D de certaines zones qu'on met dans le dossier d'appel d'offres. Et ça peut être utile pour changer. En fait, c'est quand le chantier, qu'il y a déjà la charpente qui est posée. Enfin, du coup, on va prendre les choses par étapes. Et du coup, voir par exemple là, la semaine dernière, avec l'électricien, une fois que toute la couverture, la charpente était posée, on a vu tous les cheminements des réseaux, derrière telle ou telle poutre, parce que c'est des choses qui... En fait, eux, l'échange par plan, sur des plans par mail, ils vont très peu regarder. Donc il faut quand même faut être sur le terrain, en réunion de chantier. Oui. D'autres questions? Je préfère les votes. Non? Sinon, j'ai une question sur l'économie de projet. Tu en parlais, toi aussi tu as dit que c'était vraiment l'essentiel. Est-ce que dans vos projets, vous avez dû faire des choix? Parce que c'est pas parce qu'on a un petit budget et qu'on y pense tout de suite qu'on peut tout prévoir. Il y a peut-être des surprises du terrain, je sais pas. En décossant, d'ailleurs, j'ai une question, mais est-ce que dans vos projets, à un moment donné, vous avez dit tiens, ça faut que je change parce que j'ai plus l'argent, et donc du coup, c'est comment vos choix technico-financiers que vous avez dû faire, ou il n'y en a pas eu? Si, il y en a eu. Par exemple, sur la toiture en fibro-ciment, nous, depuis le début, on avait étudié pour que ce soit la couleur la plus claire, parce qu'on voulait que ça se fonde dans le ciel, au niveau que ce ne soit pas quelque chose d'assez sombre qui marque quelque chose d'imposant sur le site. Et quand on arrive en chantier, on s'est rendu compte que l'entreprise où ils avaient chiffré la plus sombre, ils ne l'avaient pas mis dans le devis, et il nous a dit que c'était un peu plus cher cette couleur-là. Donc du coup, on a dû un peu batailler aussi pour avoir ce qu'on avait demandé, donc il a dû annuler toutes ses commandes. C'était pas encore arrivé ni rien, mais et échanger avec la maîtrise d'ouvrage aussi pour voir, effectivement ils étaient d'accord avec nous, que ça allait passer tout le projet. Et par contre, à contrario, sur le carrelage bois, on avait prévu un traitement dessus, et on a fait le choix de tout laisser brut et de le laisser griser. Mais voilà, en tout cas, ça n'impacte pas. Il y a des choix esthétiques qui sont importants dans le projet, et il faut faire des choix sur ce qui ne dénature pas et ce qui est plus important. Dans le cadre de ce projet-là, il y a la question également des poteaux en fait en lamellé. Il y avait deux classes de bois différents. Donc il y avait une première classe de bois qui était un petit peu moins chère, mais par contre il fallait capoter du coup tous les poteaux en bac acier, donc pour les protéger de la pluie et des intempéries. Et après il y a ce matériau-là qui est au final imprégné et qui est traité, donc qui va griser également. Et donc c'est deux choix économiques qu'il faut calculer, qu'il faut regarder, comparer. Mais c'est vrai qu'avec Madame Branche, on a fait le choix plutôt de l'esthétique, là pour le coup, de montrer le bois et de prendre un matériau un peu plus qualitatif qui se montre. Donc pour faire des concessions à côté, notamment avec déjà une grande part d'autoconstruction. On est aussi sur une partie existante. Sur une partie existante, on découvre toujours des choses en cours de chantier, sur la démolition. Donc il y a des arbitrages à faire en cours de chantier aussi. Et donc il faut beaucoup de choses à ajuster en cours de chantier. Merci. Moi j'ai une autre question, mais plus spécifique, et on en a parlé aussi avec Valentine en voiture.
Le fait d'être une femme architecte avec les artisans, est-ce que ça a joué un rôle ou est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Alors, on pose souvent cette question-là. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un sujet là-dessus. Je dirais même que c'est parfois un avantage d'être une femme. Non, ce qu'il faut, c'est juste. Enfin, c'est plus une question de posture que de genre, comme je disais tout à l'heure. Il faut pas. Voilà, on reste. Enfin, je suis considérée comme jeune architecte, donc voilà, il ne faut pas arriver dans une posture de je sais tout sur la construction, mais d'être à l'écoute de leur savoir-faire. Et en même temps, ne pas être naïve et ne pas se laisser marcher dessus non plus, parce que voilà, malheureusement, il y en a qui peuvent aussi en profiter de cette jeunesse, entre guillemets. Et donc, il faut savoir imposer aussi, être ferme sur les délais, sur le budget, sur le projet architectural. Donc voilà, parfois, on est un peu ferme et ça peut être un peu compliqué sur certaines réunions de chantier, mais c'est surtout au démarrage le temps de s'accorder en fait. Et puis après, une fois qu'ils ont compris la façon dont on fonctionne et la façon dont on travaille, et après ça se passe bien. Mais non, je pense pas que... Et après, moi j'ai une question, mais plutôt vers les artisans, parce que vous avez fait en sorte qu'ils changent leur habitude et qu'ils se mettent aussi à votre écoute en changeant les détails et faire autrement qu'avant. Est-ce que vous avez derrière le retour comme quoi vous avez bien fait d'insister et d'être ferme sur ça et du coup finalement on est fiers de ce qu'on a fait? Est-ce que ça, vous avez des retours comme ça? Oui, si, là Dominique de la SICA, au début était très réticent sur ce projet-là parce qu'on a dû trouver un maçon très rapidement. Donc moi j'ai l'habitude de faire des stabulations avec lui ou autre. L'UEKS il ne voulait pas y aller. Et je lui ai dit si, tu vas voir, ça va bien se passer. Et finalement ça s'est très très bien passé, même avec M. Lamebranche, et puis même sur la méthodologie, et sur le fait de ne pas faire que des plots de chantier, mais également faire du bancher à côté, voilà, qui va rester apparent à l'intérieur. Donc ça s'est bien passé, et puis ça va. Ok. Pareil, avec le maçon, lui il avait ses banches, il avait l'habitude de travailler avec les mêmes banches avec certaines dimensions, donc lui il s'était pas forcément posé la question de calpiner les banches, donc il m'a un peu pris pour une folle quand je lui ai demandé de calpiner les banches. Mais on l'a quand même fait ensemble et au final ils sont contents. Ah, okay. Qu'est-ce que ça rend? Calpiner les banches, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En fait, ils ont des banches qui sont d'une certaine dimension pour couler leur béton. Et donc, quand on décoffre, on va voir les joints du banchage, en fait. Et donc, c'est visible, d'autant quand on laisse le béton brut. Et donc, nous, comme on avait une trame assez régulière au niveau des box, il a fallu essayer de leur dire on va plutôt partir de tel côté ou mettre la banche dans tel ou tel sens pour avoir les joints qui tombent à peu près au bon endroit par rapport au projet. C'est un peu comme les faïences parfois. Quoi, vous voulez que le joint c'est pareil sur le mur, sur le sol? Bon. Okay. C'est pas parfait, mais au moins on a essayé d'avoir une cohérence par rapport au projet. Vous n'avez pas d'autres questions? Sinon, moi j'en ai deux qui vous... J'en ai une sur plutôt tu en parlais un peu, Baptiste, je sais plus, sur l'influence en fait de paysage. C'est-à-dire là on est vraiment paumé. Mais avec un paysage hyper inspirant, vert, ballonné, en fait, on est vraiment dans la nature. Est-ce que ce milieu-là, puisque vous y êtes, est-ce que ça influence aussi votre manière de travailler en Bretagne, avec encore un paysage autrement, est-ce que le fait de travailler sur ces projets et ces bâtiments très ruraux, ça influence aussi votre manière de concevoir, ou est-ce que c'est quoi le rôle quelque part de cet environnement dans vos projets? C'est vrai que comme Carmen, tout de suite elle a essayé de s'intégrer. Ici on avait la chance qu'on était déjà sur un site d'une carrière décaissée. On avait aussi quelque chose qui était existant. Sur les premières coupes, quand on regardait sur les hauteurs, si on était sur un niveau égal à la stabulation,
on avait une cathédrale face à une maison. Donc en fait, le fait de changer un peu les rapports de hauteur, ça a permis de mettre un peu, d'abaisser un peu la toiture, la couverture du manège par rapport à la stabulation. Et c'est vrai qu'on prend du recul dans l'environnement, en fait, on se rend compte que l'insertion elle est plutôt réussie parce que du coup, on n'a pas une cathédrale qui émerge plus que l'autre, même si dans les faits elle est plus haute. Et cette question d'intégration est très importante. Ouais. Pareil, nous aussi, on travaille, pareil, on a une asymétrie au niveau de la charpente aussi pour avoir la bonne pente parce qu'on voulait, pareil, que ça vienne vraiment dans la continuité du terrain et qu'on n'ait pas quelque chose qui soit trop raide au niveau de la couverture. Donc, je pense que ça a une influence que déjà quand on arrive sur un site comme ça, il n'y a rien, on est face aux éléments naturels, le vent, la lumière, et donc on doit composer avec, et le sol. Donc on pose avec, et donc l'idée c'est d'essayer de retrouver avec l'architecture ce silence qu'on a, avec d'insérer un projet qui soit assez calme dans le paysage et qui respecte la qualité qu'on a dans le ressenti du paysage dans lequel le projet s'insère. Je pense que oui, nécessairement ça a une influence. D'ailleurs, du coup j'ai une question plus, je reviens sur la technique. Tu as dû décaisser le terrain. Toute la terre, elle est où? Elle a recréé un autre vallon à côté? En fait, non. Donc la terre, déjà, elle a été remise en partie à l'arrière pour recréer une sorte de talutage qui permet de couper des vents dominants. Et il y a une partie de la terre qui va être réutilisée parce qu'en fait, si je reprends le plan du site ici, les clients ont un projet de faire une ligne droite ici pour l'entraînement. Donc en fait, là, ils vont faire une ligne droite ici. Mais là, il y a des sujets de terrain et donc cette terre-là va être utilisée aussi dans le cadre du projet de cette ligne droite. Ok. Enfin, il n'y a rien qui a été évacué, en tout cas tout est resté sur le site. Et alors, la dernière question que j'aurais, ce serait, et là je la pose à tout le monde, est-ce que du coup dans les paysages et dans les départements comme la Mayenne, qui est rurale, qui a beaucoup de monde agricole, d'économie agricole, est-ce que les bâtiments agricoles ou bâtiments équestres sont les terrains de jeu pour les architectes de demain? Pourtant aujourd'hui, c'est pas forcément vous qui êtes en première place quelque part pour ces bâtiments. Est-ce que c'est vraiment un terrain de jeu pour demain? Et ça peut être votre regard, vous, de la communauté, ou parc régional, ou vous, maître d'ouvrage, ou vous, architecte, vous verriez quoi? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on se confronte au quotidien, confronté. On travaille avec du coup les groupes agroalimentaires qui ont déjà souvent leur bureau d'études ou même leur archi au sein du groupement alimentaire. Il y a également la SICA, la Chambre d'agriculture, qui font pas mal de permis sur les bâtiments agricoles. Et donc il faut réussir à se faufiler entre tout ça et puis expliquer qu'est-ce qu'on fait de différent ou comment notre approche peut être un peu différente. Sans forcément changer l'économie d'un projet. Mais il y a encore du chemin à faire. Ouais, c'est un combat. C'est un combat, mais en même temps, c'est plutôt une sorte de collaboration avec tous ces groupements-là, quoi. Parce qu'on ne peut pas non plus freiner l'énergie agricole avec des projets peut-être plus simplistes, plus intégrés ou autres. Il y a également maintenant une notion économique dans les projets qui est très, très importante. Donc il faut travailler ensemble en fait, sur ces questions-là. Pareil, il y a du chemin à faire, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Pourquoi faire appel à un architecte plutôt qu'à un constructeur, nous, il y avait le sujet, à un moment donné, ils avaient fait appel à un maître d'œuvre qui était spécialisé là-dedans parce qu'il pensait faire des économies, sauf que le projet, le maître d'œuvre l'avait chiffré au même prix que nous, donc en fait ils se sont dit ok, on va rien gagner de plus. Donc
donc oui, après, je dirais qu'il y a quand même... on est un peu moins spécialisé dans l'agricole que Baptiste. On travaille pour d'autres types de projets, mais globalement, on vient de plus en plus nous chercher quand il y a la volonté de faire amener le public aussi sur le site. Il y a cette notion d'agrotourisme un peu qui s'est beaucoup développée dernièrement. Et donc là, les clients souvent voient l'intérêt de faire appel à un architecte pour ce que ça peut susciter comme intérêt public. Et voilà, les gens sont curieux d'aller visiter des lieux de production, des lieux d'élevage. Et donc c'est comment attirer aussi le public sans faire un projet, un objet de communication. C'est pas le sujet, mais en tout cas, ils voient l'intérêt architectural, l'intérêt de faire appel à un architecte pour ce type de projet. Et quand on regarde les paysages ruraux, on voit bien quand il y a eu un architecte et quand il n'y en a pas eu. Et quand souvent il n'y en a pas eu. Parce que du coup, on voit quand même des paysages qui sont bien abîmés par des structures agricoles horribles. Et après, voilà, c'est une sensibilité à avoir du côté de la maîtrise d'ouvrage. Là, on avait aussi la chance d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui était assez sensible, mais jusqu'ici, ils nous ont dit on a fait visiter à d'autres amis éleveurs. Et certains ont vu le côté très fonctionnel dans les flux. Et donc là, il y a peut-être aussi un intérêt autre que l'esthétisme et l'intégration dans le paysage, c'est de réfléchir à un plan qui optimise les flux, etc. Là où un maître d'œuvre va peut-être plus réfléchir de manière... je ne veux pas dénigrer leur travail, mais peut-être que d'être aussi à l'écoute de chacun, de leur façon de travailler. On en parlait tout à l'heure, ils n'ont pas tous la même façon de travailler non plus. Donc, peut-être d'avoir une écoute un peu plus personnalisée, peut-être. C'est bon. Et sur ces belles paroles, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'était hyper intéressant. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Pour la suite, toutes les participantes qui s'étaient inscrites en ligne, j'ai les adresses mail. Celles qui me manquent, je demanderai à Valentine pour les chercher. Pourquoi ? Pour vous renvoyer les supports de présentation et quand on aura le retour filmé. Merci. Et puis les contacts des architectes si vous ne l'avez pas encore eu, bien sûr. Donc peut-être aussi un film si c'est possible pour voir comment en fait le spectacle en action. Et puis pour le prochain date, je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose, Valentine, sur le CAE, ce que vous faites, votre prochain... Le prochain rendez-vous du mardi, donc là c'est vraiment juste un événement CAE, c'est sur la thématique des constructions en pierre, donc ça s'appelle les pierres héritées. Donc ce sera mardi prochain de 19h à 21h et ce sera aux archives départementales, donc à Laval. Et on retrouvera Carmen, on l'a mobilisée sur ce mois-là, on vous laisse tranquille, sur les constructions en pierre. Donc on va avoir Carmen, on va avoir aussi une agence qui est assez référente sur la thématique de la pierre, la construction en pierre en France. Donc ça va être l'agence Atelier d'architecture Pérodin, donc Gilles Pérodin. Ça sera son fils qui est aujourd'hui le directeur général qui viendra pour présenter les projets. On aura aussi normalement un tailleur de pierre pour vraiment avoir le point de vue de la mise en œuvre et le rapport direct à la matérialité, comment on le taille, comment on le met en œuvre. Et puis juste pour raconter aussi, la pierre c'est extrait du sol, donc on a besoin de se questionner aussi sur en Mayenne comment nos sols sont composés, et donc on va avoir l'intervention d'un assistant de conservation du Musée des Sciences qui a coécrit un livre sur la géologie en Mayenne et qui racontera vraiment cette grande introduction sur la composition des sols en Mayenne. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine. Et le dernier rendez-vous du mardi de 2025, ce sera sur l'urbanisme favorable à la santé, donc un tout autre sujet. On parlera plutôt des imperméabilisations des sols,
activer un petit peu voilà, les espaces publics, comment donner envie de pratiquer l'espace autre qu'en voiture. Donc favoriser les mobilités douces, la pratique des sports, voilà, sous ce genre de thématique. Ça sera pour le mois de décembre et ce sera le 18 décembre, je crois. Voilà. La dernière semaine avant. Voilà. Et puis nous, c'est plutôt sur la construction avec la terre crue. Pareil, on reste dans les matériaux. Pas la pierre, mais la terre. Et voilà, là c'est pareil. On n'a pas autant d'intervenants. Il y a les architectes d'un projet d'une mairie, extension et tout ça. Et le collectif des terreux armoricains qui vont dire un peu où ça en est la filière terre. Et puis à la fin, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place en termes d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, soit autour des matériaux biosourcés, soit autour de la terre, que le collectif biosourcé des Pays de la Loire ont mis en place. Et je crois que le site, c'est un aménageur en Vendée, va mettre en place pareil des accompagnements.